Mes chers amis, bonjour. On va parler aujourd'hui de la guerre du Vietnam. Guerre du Vietnam, la première chose qui nous vient en tête quand on y pense, c'est des bombardements au napalm, c'est des avions, des hélicoptères qui tournent, on repense à Apocalypse Now. Eh bien oui, le Vietnam, c'est une guerre très technologique. Alors ces avions, ces hélicos, ils répondent à quel besoin, pour quel usage? J'aimerais qu'on les regarde dans leur théâtre d'opération. Pourquoi on a conçu ce type d'appareil à ce moment-là? Dans cette vidéo, je vous propose qu'on travaille en 3 temps. D'abord, on a besoin de rappels historiques, de comprendre pourquoi, à un moment donné, les Américains sont venus se mettre à cet endroit-là et ont amené autant d'équipements. Dans un deuxième temps, c'est le cœur du sujet, on va balayer les avions, les hélicoptères, type par type, usage par usage, et on va voir l'évolution de l'emploi de ces appareils tout au long du conflit. Et puis on va conclure. Qu'est-ce qui nous reste du Vietnam aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous reste de cette guerre moderne? Et qu'est-ce que sont devenus ces avions, ces hélicoptères? Pour passer d'un chapitre à l'autre, vous avez le chapitrage si vous voulez sauter facilement. Quand on parle du conflit au Vietnam, en fait, le conflit au Vietnam n'était pas à l'époque reconnu comme une guerre, mais plutôt comme une série de confrontations. De 1954 à 1975, il y a eu de nombreuses tentatives de médiation, de négociation, mais le pays a été le théâtre de violents affrontements avec des escarmouches, des embuscades, des attaques surprises, des guérillas, des batailles rangées. Et ces événements, assez atypiques, il faut le dire, pour une guerre conventionnelle, ont eu des répercussions non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le terrain stratégique et tactique. Dans les années 60, une époque où on pouvait penser que les cuirassés n'avaient plus leur place sur les champs de bataille modernes, ces navires de guerre très imposants ont fait leur réapparition au Vietnam. Et en même temps, des avions considérés comme obsolètes ont été réhabilités pour jouer des rôles tout à fait inattendus, tout à fait cruciaux aussi. Je pense au Skyrider et au Dakota. En plus de ces retours inattendus, des techniques de guerre ultra-modernes ont été essayées, propulsant parfois les conflits aériens à des niveaux d'intensité vraiment jamais atteints auparavant. Cependant, malgré la supériorité aérienne qui a été maintenue par Saigon et ses alliés, la volonté politique américaine de ne pas s'engager pleinement dans le conflit a finalement conduit à l'effondrement du Vietnam du Sud. Cette défaite, tout à fait déconcertante du point de vue militaire, soulève des questions profondes sur la nature de ces conflits militaires, notamment sur les plans politiques et moraux. Il faut revenir tout d'abord au contexte. Le conflit vietnamien trouve ses racines dans la division du pays en 2 zones distinctes, nord et sud, suite à la conférence de Genève en 1954. Cette division a jeté les bases d'un conflit prolongé et douloureux, la guerre du Vietnam. Avec le Cambodge et le Laos, le Vietnam faisait partie de l'ancienne Indochine française. Mais après la débâcle française à Dien Bien Phu, où les forces du général Giap ont infligé une défaite majeure aux Français, en raison d'une sous-estimation de leurs capacités, le Vietnam a été plongé dans un conflit d'une ampleur sans précédent. Le revers subi à Dien Bien Phu par les forces françaises n'a pas été une défaite définitive, mais il a été habilement exploité par la propagande communiste. Cette défaite, conjuguée à la volonté politique en France de mettre un terme coûte que coûte à ce conflit, a précipité le retrait des troupes françaises du Vietnam. Cette décision a laissé le pays divisé en 2 zones, séparées par le 17e parallèle. Pendant ce temps, le Vietnam du Nord se préparait à la réunification du pays, sous l'égide communiste. Le général Giap a organisé une force de guérilla redoutable, le Viet Cong, dont les tactiques de subversion et de guérilla ont été adoptées comme une stratégie naturelle et offensive. Les communistes n'ont jamais caché leur intention d'utiliser la guérilla pour prendre le pouvoir, une approche souvent adoptée par de nombreux partis communistes dans d'autres régions du monde. Le Vietnam offrait un terrain idéal
pour de telles activités, avec ses rizières, ses montagnes escarpées, ses jungles denses, son climat varié, offrant peu d'infrastructures extrêmes. La corruption et l'anarchie au sein du gouvernement sud-vietnamien ont largement contribué à l'essor de la guérilla. En 1960, face à la détérioration de la situation militaire, le président Diem a sollicité l'aide des États-Unis. Des unités des forces spéciales américaines, les Bérets verts, ont été envoyées au Vietnam pour soutenir les troupes locales. En parallèle, l'US Air Force a établi le Special Air Warfare Center à Eglin AFB en Floride, afin de développer des techniques de lutte contre la guérilla. La nécessité d'un avion spécialisé dans ce type de conflit a conduit à la définition des caractéristiques du Laracoin, décollage court, capacité d'emport d'un armement lourd et capacité d'évacuation des blessés. C'est dans ce contexte que le North American OV-10A Bronco a émergé comme un avion inhabituel mais efficace, destiné à être employé au Vietnam pour contrer les tactiques de guérilla. Alors parlons un peu de la stratégie. Des efforts considérables ont été déployés pour adapter les avions aux exigences de la lutte contre-insurrectionnelle. L'A1 Skyrider a brillé dans ce rôle. Étant un vétéran endurci, toujours en service dans la Navy et chez les Marines, il a été adopté par l'US Air Force et les forces aériennes sud-vietnamiennes. De même, le Douglas B-26 Invader s'est révélé très bien adapté à ce type de guerre. Même l'avion d'entraînement T-28 Trojan a été transformé en une formidable arme contre la guérilla grâce à l'installation d'un moteur plus puissant et d'un armement plus lourd. Les hélicoptères ont également été modifiés pour répondre aux besoins de ce type de combat. Le Bell UH-1A, première version du célèbre UE, a été équipé de mitrailleuses et de fusées pour soutenir les troupes au sol, tout en maintenant l'ennemi à distance. En 1961, alors vice-président, Johnson a annoncé que les Américains pourraient riposter en cas de tir communiste. C'est ainsi que les États-Unis ont commencé leur engagement dans ce qui allait devenir la guerre la plus controversée de leur histoire. Ce changement a provoqué un choc moral sans précédent pour la population, car il n'y a jamais eu de déclaration officielle de guerre. Au fil du temps, les objectifs de cette guerre sont devenus de plus en plus flous. Les troupes alliées, notamment néo-zélandaises, australiennes et sud-coréennes, se sont battues aux côtés des Américains. Mais elles étaient soumises à des restrictions draconiennes qui limitaient leur efficacité. Les opérations sur le terrain étaient souvent décidées à Washington, ce qui rendait les troupes américaines encore plus éloignées de la réalité du conflit. Même en 1965, lors des bombardements stratégiques, les moindres détails des opérations étaient planifiés à Washington, jusqu'au choix du poids des bombes et du nombre d'avions à engager. Toutes ces considérations cruciales ont été ignorées pendant 7 longues années par les chefs militaires américains, jusqu'à la politique de vietnamisation mise en œuvre par Nixon. La situation au Vietnam continua à se détériorer progressivement. En 1963, le président Diem fut assassiné, laissant place au régime de Khan. La gouvernance effective de Saïgon se réduisait alors principalement aux villes, le reste du territoire étant largement contrôlé par le Viet Cong. Les forces de défense civile et la garde civile suscitaient souvent la méfiance de la population locale. Étonnamment, les Viet Cong se révélaient souvent plus efficaces au combat que les troupes sud-vietnamiennes, malgré que ces dernières bénéficiaient d'un meilleur armement, d'une meilleure alimentation et d'un transport par hélicoptère vers les zones de combat. Le flux financier massif dirigé vers Saïgon ne fit qu'accroître les intrigues politiques et la corruption endémique. Mao Tse-tung, quant à lui, prophétisait que si les Américains étaient vaincus au Vietnam, cela signifierait qu'ils pourraient être battus n'importe où dans le monde. Pourtant,
les communistes ne comprirent pas la détermination du président Johnson à remporter la guerre. Les attaques menées par le Viet Cong contre des bases américaines, telles que Bien Hoa, Pleiku et la base de l'US Navy à Da Nang, déclenchèrent une réponse américaine vigoureuse et inattendue. Des raids aériens furent lancés depuis des porte-avions croisant dans le golfe du Tonkin, tandis que les forces américaines s'engageaient de manière de plus en plus agressive contre le Viet Cong au sud et contre des cibles stratégiques au nord. Le 8 mars 1965, les marines débarquèrent à Da Nang, marquant le début de l'engagement direct des États-Unis dans le conflit. En même temps, un escadron de F-105 Thunder Chief atterrissait sur une base en Thaïlande. Sans l'intervention des forces américaines, il est indéniable que l'administration de Saigon aurait été balayée bien plus tôt. L'Amérique prit la décision de renverser la situation, ce qui se traduisit par une intensification du conflit. Les troupes américaines consommaient 4 fois plus de munitions qu'en Corée, et presque autant que les forces déployées en Europe pendant les années 44-45. Les chasseurs-bombardiers constituaient plus de la moitié des forces aériennes engagées, avec des modèles tels que, on en a déjà parlé, l'A-1 Skyrider, le F-100 Super Sabre, le F-105 Thunder Chief, le F-4 Phantom II, le Skyhawk A-4, l'Intruder A-6 et le Corsair II A-7. Ces avions assurèrent la majorité des missions de combat tout au long de l'engagement américain au Vietnam. Alors, les avions militaires engagés dans la guerre du Vietnam ont dû faire face à une série de défis techniques et opérationnels uniques. L'un de ces défis était l'utilisation des armes et des bombes à bord de ces avions, une tâche complexe qui nécessitait des solutions innovantes pour maximiser l'efficacité tout en minimisant les risques pour les pilotes et les avions. Initialement, ces avions utilisaient principalement leurs armes de bord, telles que des mitrailleuses, des canons, lorsque disponibles. Cependant, l'arsenal standard comprenait également des bombes classiques, non guidées, souvent appelées Iron Bombs. Ces bombes étaient larguées à des vitesses élevées, ce qui présentait des risques réels pour les avions et les pilotes. En effet, leur largage rapide pouvait entraîner des collisions entre les bombes en vol, des explosions prématurées, ou même des dommages à l'avion qui est largué. Cette situation nécessitait une mise à niveau du matériel pour répondre aux besoins opérationnels croissants. Pour remédier à cette situation, les forces militaires ont commencé à utiliser des missiles guidés, offrant une précision accrue, une réduction des risques associés au largage de bombes non guidées. Et le premier de ces missiles fut le Bullpup, bien que déjà vu de 10 ans à l'époque. Mais malgré son âge, le Bullpup représentait une avancée significative dans les capacités d'attaque aérienne. Il pouvait être lancé à partir d'un hélicoptère ou d'un avion, mais nécessitait un guidage continu jusqu'à la cible, offrant ainsi une précision sans précédent dans les opérations aériennes. Cependant, l'introduction de missiles guidés n'a pas éliminé tous les défis. Dès 1966, les forces ennemies ont commencé à déployer un vaste réseau de défense anti-aérienne, comprenant des milliers d'armes automatiques et des missiles sol-air. Cette menace croissante a rendu les missions aériennes de plus en plus dangereuses et a nécessité des ajustements stratégiques pour les pilotes et les équipages. De plus, les avions étaient également vulnérables aux tirs provenant du sol, même de la part de petits groupes de soldats armés de simples fusils. Cette menace a accentué le besoin de réduire au maximum le temps d'exposition des avions aux tirs ennemis lors des opérations aériennes. L'utilisation de missiles guidés nécessitait également une coordination étroite avec les forces au sol. Les éclaireurs FAC, FAC pour Forward Air Controller, étaient chargés de localiser les cibles, marquer leur emplacement et guider les avions attaquants vers leurs objectifs. Cette collaboration entre les forces aériennes et terrestres était essentielle pour assurer le succès des missions et minimiser les pertes. Enfin, les pilotes et les équipages étaient constamment confrontés à des décisions difficiles sur le terrain, notamment en ce qui concerne les cibles prioritaires et les tactiques d'attaque. Ces décisions
devaient souvent être prises rapidement et sous une pression intense, ajoutant un niveau supplémentaire de stress et de complexité aux opérations aériennes. Donc pour résumer, l'utilisation des armes et des bombes à bord des avions engagés dans la guerre du Vietnam était une entreprise complexe et exigeante. Les avancées technologiques telles que les missiles guidés ont permis d'améliorer la précision et l'efficacité des opérations aériennes, mais ont également introduit de nouveaux défis en termes de défense antiaérienne et de coordination avec les forces au sol. Les pilotes et les équipages ont dû faire preuve de courage, de compétence, de détermination pour réussir dans un environnement de combat aussi difficile. Dans le théâtre d'opérations complexes de la guerre du Vietnam, le largage des bombes depuis les avions de combat nécessitait une précision et une coordination extraordinaires. Il faut bien se rendre compte, les avions à réaction exécutaient des passages à des vitesses impressionnantes, allant de 720 à 780 km/h, lors de piquets variant entre 25 et 60 degrés, pour larguer des bombes conventionnelles. Ces manœuvres étaient exécutées à altitude basse, souvent entre 60 et 80 mètres, ce qui exposait les avions à un risque considérable des défenses ennemies. Alors quand on pense guerre du Vietnam, on pense aussi napalm. Mais lorsque des bombes au napalm devaient être larguées, la procédure était différente. Les avions laissaient simplement tomber ces engins incendiaires depuis une altitude très basse, accentuant ainsi leur efficacité destructrice sur le terrain. Cette méthode de largage était particulièrement employée lors de missions d'appui au sol, où les adversaires étaient souvent regroupés en concentration dense. Pour ces missions, la présence d'un éclaireur FAC, on se rappelle, FAC pour Forward Air Controller, était cruciale pour localiser précisément les cibles et guider l'attaque. Les éclaireurs FAC jouaient un rôle vital dans la réussite des opérations aériennes. Ils étaient souvent déployés à bord de petits avions légers tels que le Cessna O2, qui leur permettaient de surveiller de près le terrain et de repérer les mouvements ennemis. La tâche des éclaireurs était extrêmement dangereuse, car ils attiraient souvent le feu défensif ennemi sur eux-mêmes, pendant qu'ils marquaient les cibles avec des fumigènes ou des fusées. Au fil du temps, le rôle des éclaireurs FAC a évolué. Dès 1968, il était courant que des pilotes de chasseurs-bombardiers assument également cette fonction. Ces pilotes étaient extrêmement familiers avec le terrain et pouvaient repérer rapidement toute activité ennemie cachée. Ils utilisaient leurs avions de combat, tels que les F-100 et les F-4, ou la version biplace du Skywalk, le TA-4J, pour mener des attaques précises en réponse aux indications fournies par les éclaireurs. Les éclaireurs FAC et les pilotes de chasseurs-bombardiers étaient des professionnels aguerris, capables de répondre rapidement aux appels au sol et de diriger des attaques dévastatrices sur les objectifs identifiés. Leur connaissance approfondie du terrain et leur expertise opérationnelle ont été des atouts cruciaux dans la lutte contre l'ennemi au sol. En fin de compte, leur travail a permis de maximiser l'efficacité des opérations aériennes et de soutenir les efforts des troupes au sol engagées dans le conflit. Parlons un peu logistique. Le ravitaillement logistique pendant la guerre du Vietnam était une entreprise colossale, soutenue par des moyens terrestres et aériens massifs provenant des États-Unis. Les cargos assuraient le transport de fournitures essentielles, tandis que la flotte du Military Airlift Command, le MAC, se distinguait par l'utilisation intensive des C-141 Starlifter pour des opérations de transport stratégiques. De leur côté, les C-130 effectuaient principalement les missions de transport tactique, démontrant une efficacité remarquable dans cette tâche cruciale. Une composante essentielle de la logistique était la flotte impressionnante d'hélicoptères, principalement utilisée par l'US Army. Ces appareils étaient chargés de ravitailler le champ de bataille en fournitures vitales, d'évacuer les blessés et de récupérer les aéronefs ou les véhicules endommagés récupérables.
Cependant, au fur et à mesure de l'évolution du conflit, les hélicoptères ont également commencé à jouer un rôle actif sur le champ de bataille lui-même. Parmi les hélicoptères les plus utilisés, le Huey était prédominant. Pour les transports lourds, notamment le déplacement d'aéronefs endommagés, le CH-47 Chinook était largement employé, bien qu'il fût progressivement remplacé par le CH-54 Skycrane, que vous connaissez peut-être par son surnom la grue du ciel, en raison de sa capacité à soulever des charges encore plus lourdes. Le Hugh OH-6 Cayuse, un hélicoptère léger d'observation, fut également déployé en grand nombre pour des missions de reconnaissance et de surveillance. Parallèlement, Lockheed entreprit en 1966 le développement du programme AFSS pour Advanced Aerial Fire Suppression System, qui donna naissance au remarquable AH-56 Cheyenne. Ce dernier, un hélicoptère d'attaque puissant et rapide, équipé d'armements redoutables, aurait pu révolutionner les tactiques de combat aérien. Mais sa complexité, son coût élevé, presque comparable à celui d'un bombardier B-52, entraînèrent son abandon malgré les attentes initiales. En lieu et place du Cheyenne, le Huey Cobra, une version d'attaque du Huey, fut produit en masse. Bien que certains critiques aient exprimé des préoccupations concernant son coût élevé et sa vulnérabilité, sous certains angles, face au feu ennemi, des milliers d'exemplaires furent fabriqués. Ce biplace, bien que controversé, demeurait un acteur majeur dans les opérations aériennes et terrestres au Vietnam, illustrant les compromis constants entre les performances et les coûts dans le développement de l'utilisation de l'équipement militaire. Prenons quelques secondes pour le regarder en opération. Alors de son côté, le Viet Cong, aguerri dans les techniques de guérilla, avait développé une tactique bien connue: se cacher lorsque les hélicoptères approchaient, puis réapparaître une fois ces derniers partis bredouilles. Cette tactique classique était fondamentale pour les guerrilleros. Cependant, il existait une arme redoutable contre laquelle il ne pouvait rien, le B-52. Les premiers modèles de Stratofortress, notamment le B-52D et le B-52F, étaient camouflés avec des motifs irréguliers de vert et de marron sur les surfaces supérieures, tandis que les surfaces inférieures étaient peintes en noir mat. Ces mastodontes de l'air furent déployés dans le combat en juin 65 depuis Guam, puis en 66, en mai 66 même pour être précis, depuis la Thaïlande. Les B-52 larguaient des quantités impressionnantes de bombes. Chaque appareil était capable de transporter jusqu'à 108 bombes, c'est-à-dire 24 de 70 kg et 84 de 245 kg. Ces bombardiers opéraient à des altitudes extrêmement élevées, larguant leurs charges en se basant sur des données de localisation électronique. Ainsi, l'arrivée imminente des B-52 et leurs attaques étaient totalement silencieuses et souvent invisibles, ou du moins difficilement identifiables. Pour le Viet Cong, cela signifiait vivre constamment sous la menace d'une pluie de bombes qu'ils ne pouvaient ni entendre ni anticiper. Cette forme de guerre ébranlait considérablement le moral des troupes communistes. À plusieurs reprises, des chasseurs bombardiers adoptèrent des tactiques similaires à celles des B-52, larguant leurs bombes depuis des altitudes supérieures à 5000 mètres. Dans ces missions, des B-66 jouaient le rôle d'éclaireurs fac.
diverses versions de B-66 accompagnaient de plus en plus fréquemment les raids sur le Nord-Vietnam, notamment des variantes dédiées à la guerre électronique. Parallèlement, une flotte de KC-135 assurait le ravitaillement en vol des chasseurs et des avions d'attaque, leur permettant de prolonger leur mission au-delà de leur capacité initiale en carburant. Cette logistique complexe et bien orchestrée démontrait l'ampleur des moyens mis en œuvre par les forces américaines pour maintenir la pression sur les forces. Pour la reconnaissance tactique, deux autres modèles étaient prépondérants, le RF-4C Phantom et le RF-101 Vodou. Leur rôle consistait à obtenir des renseignements détaillés sur le terrain et les mouvements ennemis, permettant ainsi de planifier les opérations avec précision. Quant à l'OV-1 Mohawk, il se spécialisait dans la surveillance de champs de bataille. Équipé de systèmes avancés tels que le SLAR pour Side Looking Aircraft Radar, et le MTD pour Moving Target Detection, il était capable de détecter et de suivre les mouvements les plus subtils, même un individu en déplacement. Parallèlement, la reconnaissance électronique et le brouillage électronique devenaient des composantes cruciales des opérations en réponse à la montée en puissance des capacités nord-vietnamiennes. Plusieurs types d'avions étaient affectés à ces missions spécialisées. Le RB-57, le RA-3B Skywarrior, le A-6A Prowler, qui est une version dérivée de l'A-6 Intruder, le B-66, et même le RC-47 Dakota, montrant sa polyvalence dans différents contextes opérationnels. L'utilisation de ces avions de reconnaissance diversifiés témoignait de la volonté des forces américaines de collecter des informations précises sur les mouvements et les installations ennemies, tout en contrant efficacement leurs moyens de communication et de défense électronique. Cette variété d'aéronefs spécialisés reflétait également la complexité des défis rencontrés sur le terrain et la nécessité d'une approche multifacette pour maintenir l'avantage tactique dans un environnement de combat en évolution constante. La dense couverture végétale des forêts et de la jungle constituait un défi de taille pour les opérations militaires, offrant aux ennemis potentiels des refuges impénétrables. Pour surmonter cet obstacle, des efforts considérables ont été déployés pour perfectionner les méthodes de détection des troupes ennemies, des objets métalliques et de tout matériel suspect dissimulé dans les zones boisées. Alors que les progrès dans ces domaines commençaient à se concrétiser, l'utilisation massive de défoliants est intervenue. Des avions comme le C-123 Provider et des hélicoptères ont été mobilisés pour répandre des produits chimiques capables de défolier les arbres, facilitant ainsi les opérations de reconnaissance en rendant les cibles plus visibles. Mais cependant, cette stratégie de défoliation a eu des conséquences graves sur l'environnement, tuant les arbres et affectant l'écosystème de manière significative. Cette pratique a rapidement suscité de vives controverses aux États-Unis à partir de 1967, remettant en question la moralité de telles tactiques de guerre et suscitant un débat passionné au sein de la société américaine. En réponse à ces défis, des technologies de détection avancées ont été développées, notamment des people snifers, c'est-à-dire des détecteurs de personnes, des détecteurs émetteurs et des détecteurs conventionnels montés sur des véhicules sans pilote, des RPV pour Remotely Piloted Vehicles. Ces dispositifs étaient conçus pour repérer et signaler la présence d'activités ennemies dans les zones boisées, fournissant ainsi des renseignements cruciaux aux forces américaines engagées dans la région. Cette approche visait à renforcer la capacité des forces américaines à localiser et à neutraliser des menaces potentielles cachées dans les environnements naturels difficiles. Mais en somme, la lutte contre les refuges offerts par la végétation dense du Vietnam a nécessité une combinaison d'innovations technologiques et de tactiques militaires. Mais cependant, ces efforts ont été accompagnés de préoccupations croissantes concernant les conséquences environnementales et éthiques de l'utilisation de produits chimiques toxiques pour défolier les zones forestières, alimentant ainsi un débat profondément divisé au sein de la société américaine sur la conduite de la guerre au Vietnam. Pour parler du Dakota, le RC-47 n'était pas la seule version déployée.
du Dakota au Vietnam, plus de 3 décennies après le vol inaugural du premier prototype de l'appareil. Une version notable était l'AC-47 d'attaque, familièrement surnommé Puff, The Magic Dragon, d'après une chanson populaire américaine. Équipé d'un armement redoutable, il était doté de 3 mitrailleuses General Electric Minigun de 7,7 mm, capables de tirer à une cadence impressionnante de 6000 coups par minute grâce à un système rotatif dit Gatling, en référence à la mitrailleuse utilisée pendant la guerre de sécession. Ces mitrailleuses étaient alimentées par de vastes bandes de munitions étendues dans la cabine de l'avion. L'AC-47 opérait principalement de nuit et coopérait souvent avec un éclaireur, avec un FAC. Dès qu'un objectif était repéré, le pilote alignait son avion dans l'axe de son aile gauche en utilisant un viseur optique positionné sur sa verrière gauche. Cette manœuvre entraînait l'appareil dans un virage serré sur la gauche, permettant à l'AC-47 de balayer un large secteur de tir grâce à sa position de vol. Malgré son apparence rudimentaire, cette tactique s'est révélée redoutablement efficace sur le terrain. L'AC-47 pouvait ainsi saturer la zone ciblée de tir, créant un barrage de balles capable de neutraliser les menaces ennemies. Cette approche agressive et directe a permis à l'AC-47 de jouer un rôle significatif sur les opérations militaires, offrant un soutien précieux aux troupes au sol et contribuant à affaiblir les positions adverses avec une efficacité redoutable. D'autres avions de transport furent rapidement modifiés pour répondre à ces besoins spécifiques. Parmi les conversions les plus réussies, on trouve le Fairchild AC-119G, un dérivé du modèle bipoutre utilisé pendant la guerre de Corée. Équipé de 4 miniguns, ce modèle disposait également d'une batterie de projecteurs extrêmement puissants, alimenté par un générateur indépendant ainsi que d'un système de contrôle de tir et de blindage de protection pour assurer la sécurité de l'équipage. Quant à l'AC-119K, il bénéficiait d'une puissance propulsive accrue grâce à l'installation de 2 réacteurs d'appoint. Il était équipé de détecteurs infrarouges, de radars, et de 2 canons Vulcan de 20 mm tirant à une cadence impressionnante de 4 à 6 000 coups par minute, utilisant le système Gatling. Une autre transformation remarquable fut celle de l'avion Lockheed AC-130E Spectre, une version modifiée du Hercule. Ce modèle était équipé de 4 miniguns et de 4 canons Vulcan, auxquels s'ajoutait une multitude de détecteurs, de radars et d'autres équipements sophistiqués. Le Spectre fit son apparition en 1970 et démontra rapidement son efficacité sur le terrain. Sa capacité à survivre à la guerre du Vietnam en est une preuve tangible et l'US Air Force conserve encore aujourd'hui un escadron de ces avions, témoignant de leur importance stratégique et opérationnelle. En 1967, les premiers OV-10A issus du programme COIN ont été livrés au corps des Marines et à l'US Air Force pour être utilisés au Vietnam. Malgré ses performances modestes, cet avion a été très apprécié des pilotes et a accompli un travail considérable, en particulier dans les missions armées de contrôle aérien avancé. Pendant ce temps, au Pentagone, on travaillait sur les spécifications d'un futur avion d'appui tactique rapproché désigné AX. Il était désormais reconnu que le turbopropulseur à hélice de l'OV-10A pouvait être avantageusement remplacé par un turboréacteur. Cependant, l'accent devait être mis sur la simplicité, voire la robustesse. L'avion devait être capable de transporter des charges offensives importantes, un domaine dans lequel les avions COIN étaient défavorisés, tout en pouvant résister à un feu nourri. En plus des missions FAC, cet avion devait être polyvalent, capable d'effectuer n'importe quel type d'appui tactique rapproché. Des essais ont été menés avec l'OV-10, l'Arm Porter, l'O-2TT et d'autres appareils, mais aucun ne s'est révélé satisfaisant. Par ailleurs, un avion plus puissant aurait été trop rapide pour permettre une observation et une identification visuelle efficace.
Alors le programme AX, hérité de cette expérience de la guerre du Vietnam, a finalement abouti à la conception d'un nouvel avion, le Fairchild Republic A-10A, qui est un des programmes majeurs de l'US Air Force dans les années 80. Ce nouvel avion a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques d'appui aérien rapproché et de soutien aux troupes au sol, avec une attention particulière portée à sa capacité à survivre dans des environnements hostiles et à sa polyvalence opérationnelle. En mars 68, un contingent de 6 F-111A a été envoyé au Vietnam. Cette décision de déploiement a été prise précipitamment, alors que l'appareil avait commencé à opérer dès octobre 67, dans le but de démontrer les qualités opérationnelles de cet avion très controversé. Le F-111A, également connu sous le nom de TFX, était un chasseur tactique et stratégique introduisant de nouvelles tactiques, de nouvelles techniques aussi, notamment la fameuse géométrie variable. Malheureusement, dans les 3 semaines suivant leur arrivée au Vietnam, la moitié de ces F-111A ont été perdus, c'est-à-dire 3 sur 6. Par la suite, ils ont été interdits de vol en raison de problèmes techniques liés au mauvais fonctionnement d'une pièce de queue et non à des actions ennemies. Cependant, malgré ces déboires, il a été reconnu que le F-111A avait accompli des missions extrêmement périlleuses, loin à l'intérieur du territoire nord-vietnamien, sans aucun support de ravitaillement en vol, d'avions de brouillage ECM ou de chasseurs d'escorte. Le F-111A n'avait pas besoin de tout cela pour mener à bien ses missions. Finalement, il a prouvé ses capacités exceptionnelles à localiser, identifier et détruire des cibles lors des opérations de l'automne 72. Les pilotes le qualifiaient d'avion intelligent, en référence aux bombes intelligentes utilisées à partir de cette période. Les F-111 ont réalisé plus de 4000 missions de guerre en moins de 3 mois, certaines étant effectuées sous des conditions météorologiques extrêmes, comme les orages de mousson qui immobilisaient tous les autres appareils. Par exemple, le 8 novembre 1972, le mauvais temps a empêché les Américains d'effectuer plus de 20 missions sur le Nord-Vietnam. Toutes ces missions ont été exécutées par des F-111. Ils ont enregistré le taux de perte le plus bas lors de l'offensive, après les A-7D de l'US Air Force, avec nettement moins de 1%. À partir de 1968, l'attaque des objectifs au nord du Vietnam n'était plus aussi aisée. La défense antiaérienne de Hanoï, et par sa concentration, sa puissance et sa précision, se révélait maintenant supérieure à tout ce qui avait été rencontré dans l'histoire de l'aviation, notamment au-dessus de l'Allemagne en 1944-1945. Des armements air-sol étaient devenus indispensables pour les missions de suppression de défense. Les pilotes demandaient un remplacement des anciens bullpup par un engin qui pourrait simplement larguer sans devoir le guider jusqu'à l'objectif, ce qui leur permettait de réduire leur exposition au feu ennemi. En 1965, le Schrike ARM, pour anti-radar missile, un missile capable de cibler automatiquement les radars ennemis, avait été introduit en service, mais ses résultats étaient désastreux. Cependant, dès 1968, il remplissait parfaitement sa mission. Les attaques menées contre le Nord-Vietnam se sont avérées inefficaces, principalement en raison des restrictions politiques imposées. En 1968, après 3 années d'offensive et sous la pression de l'US Army et du Marine Corps, l'US Navy a réactivé le cuirassé Missouri, armé de pièces de 405 mm. Cette opération a coûté le prix de 6 F-4. Le réarmement du Missouri a permis d'avoir plus de 1000 objectifs le long des côtes nord-vietnamiennes à portée de tir. Toutefois, le cuirassé a été retiré juste avant la grande offensive communiste d'avril 1972, privant ainsi les forces américaines de sa formidable puissance de feu, notamment le long de la zone démilitarisée entre les deux Vietnams. Malgré cela, une lueur d'espoir pour les Américains en 1968 résidait dans la disparition du Viet Cong et le fait que l'armée régulière nord-vietnamienne opérait désormais au sud presque officiellement. De plus, les missiles sol-air SAM-2, bien que présents, se sont avérés relativement imprécis, particulièrement vulnérables au brouillage électronique. De ce fait, ils pouvaient être évités par les avions ciblés. Les forces aériennes nord-vietnamiennes ont déployé des chasseurs MiG-21, et je vous renvoie
si vous ne l'avez pas déjà vu sur la vidéo de Nicolas Delemos sur le MiG-21. Mais ces MiG-21 n'ont pas permis de remettre en question la supériorité aérienne américaine. Cependant, les résultats obtenus dans les airs étaient loin de la domination que les Américains avaient connue en Corée. Par conséquent, cela a entraîné une véritable révolution dans les techniques de combat aérien, avec un ajustement constant des tactiques et des stratégies pour faire face à ces nouvelles menaces. À la fin de janvier 68, les communistes ont lancé la grande offensive du Tet, marquant le début de la nouvelle année lunaire. Malgré cela, le ravitaillement par air a permis aux Marines assiégés à Khaesan de résister, même si une importante partie du ravitaillement largué a été récupérée par l'ennemi. Pendant ce temps, les forces américaines continuaient de se battre contre leur propre gouvernement pour obtenir les moyens nécessaires à la politique qu'on leur faisait appliquer. Le président Johnson insistait pour garder le contrôle total des décisions militaires, affirmant qu'il ne largue pas la moindre bombe sans une autorisation expresse. Malgré les attaques massives contre le Nord-Vietnam, les Nord-Vietnamiens n'étaient pas découragés, tandis que ces opérations coûtaient cher en vie humaine et en ressources. Les bombardements visant à interrompre la piste Ho Chi Minh, qui reliait Hanoï à Saigon à travers la jungle, ont réussi à ralentir les flux de vivres et de munitions destinés aux unités combattantes du Sud, mais n'ont pas réussi à les arrêter complètement. Dès 1969, de nouveaux systèmes électroniques ont été déployés, notamment le projet Igloo White, un détecteur à très longue portée. Le secteur de la piste Ho Chi Minh et les autres routes de ravitaillement ont été truffés de dispositifs tels que les Land Sonobuoys, capables de détecter les vibrations des véhicules et de transmettre ces signaux par radio. Ces mesures visaient à perturber et à entraver les mouvements des forces ennemies en fournissant aux forces américaines des informations cruciales sur les déplacements et les activités des troupes adverses. La guerre du Vietnam a été le théâtre de nombreuses innovations technologiques, nous l'avons vu, visant à améliorer la surveillance et les opérations militaires. Mais parmi celles-ci, il y a aussi les détecteurs sismiques qui ont joué un rôle crucial. En combinaison avec des avions spécialement équipés, des dispositifs étaient capables de détecter la position de chaque camion circulant sur les routes ennemies. Cependant, le People Sniper a également été utilisé, bien qu'il ait perdu de son efficacité en cas de pluie ou d'humidité, car il mesurait la concentration d'ammoniac dans l'air, indicateur de présence humaine. Les communistes ont trouvé une parade ingénieuse en suspendant des milliers de jarres remplis d'urine dans la jungle, trompant ainsi les détecteurs. Une autre avancée majeure a été l'introduction d'engins téléguidés à partir de 1970. Certains de ces engins contrôlés par radio ont été utilisés pour des missions de reconnaissance, collectant des informations de différentes manières, et d'autres ont été conçus pour des missions d'attaque, comme le BQM-34A, qui a été utilisé pour transporter et tirer des missiles Maverick, Obu, Shrike, et autres engins comme les radars Fansong et les sites de SAM-2 et d'autres cibles similaires. Une nouvelle classe d'avions, connue sous le nom d'avions discrets, a également vu le jour à partir de 1970. Ces avions, comme le Q-Star, et les hélicoptères, comme le Kuwait One, une version modifiée du OH-6A, étaient si silencieux qu'ils étaient pratiquement inaudibles, même à très faible distance. Ils étaient utilisés pour recueillir des renseignements sur les mouvements ennemis à proximité et fournir des informations très importantes sur les objectifs ennemis. Ces innovations technologiques ont été cruciales dans les efforts de surveillance et de renseignement, offrant aux forces aériennes de nouveaux moyens pour détecter et cibler les forces ennemies. Cependant, les défis persistaient, avec les adversaires trouvant souvent des moyens ingénieux de contourner ces technologies. Et malgré ça, ces développements ont marqué une étape importante dans l'évolution des tactiques de guerre moderne. La guerre du Vietnam a été un terrain fertile pour l'innovation technologique militaire. À partir de 1970, l'introduction d'engins téléguidés a ouvert de nouvelles possibilités dans le domaine de la reconnaissance et de l'attaque. Certains de ces engins
contrôlées à distance, étaient déployées pour collecter des informations sur les mouvements ennemis et transmettre ces données à des fins de renseignement. D'autres étaient utilisées pour des missions d'attaque, transportant des missiles et d'autres munitions pour cibler des installations ennemies clés, comme les radars et les sites de missiles. En 1970, les États-Unis se sont sentis proches de la victoire au Vietnam. La stratégie de guerre était clairement définie et semblait être comprise et soutenue par la population du Sud-Vietnam. L'économie avait été stabilisée, l'armée américaine était devenue redoutable et une force aérienne ultra-moderne avait été déployée. De plus, les zones de ravitaillement clés des communistes, les sanctuaires du Laos et du Cambodge, avaient été identifiées, investies et détruites par les forces alliées. Cependant, le dernier chapitre de l'engagement américain au Vietnam a été marqué par une offensive massive des communistes le 31 mars 1972. Malgré cette offensive, les forces américaines ont réussi à stopper l'ennemi dans tous les secteurs, ébranlant l'armée nord-vietnamienne. Pendant ce temps, des pourparlers de paix étaient en cours depuis des années. Mais ce qui a finalement mis fin à ces pourparlers a été la réponse américaine à cette offensive marquée. Cette réponse a pris la forme du minage des ports nord-vietnamiens et de bombardements stratégiques massifs sur Hanoï et Haiphong à la fin de 1972. Ces raids ont été coûteux pour les bombardiers américains, avec 17 B-52 abattus, surtout au début. Cependant, les contre-mesures contre les missiles sol-air et la destruction des sites de lancement ont progressivement réduit l'efficacité de la défense nord-vietnamienne. Malgré les pertes initiales, les bombardements ont infligé des dommages significatifs à l'infrastructure et aux capacités militaires nord-vietnamiennes. Ces actions ont également démontré la détermination des États-Unis à répondre avec force aux offensives ennemies. En fin de compte, bien que les coûts aient été élevés, ces actions ont contribué à affaiblir la capacité de combat de l'ennemi et ont peut-être joué un rôle dans l'éventuel aboutissement des négociations de paix. Les pertes de B-52 étaient proportionnelles aux sorties effectuées entre le 19 et le 31 décembre au cœur d'une défense anti-aérienne d'une densité jamais égalée. Autour d'Hanoï, 26 bataillons de missiles et 360 batteries de canons anti-aériens étaient concentrés, dépassant de loin les défenses de villes telles que Hambourg en 1943. Malgré cette intense opposition, les pertes représentaient moins de 2%, un résultat nettement inférieur à celui subi par les B-17 et les B-24 pendant la Seconde Guerre mondiale. Du point de vue humain, ces bombardements peuvent être condamnés, mais d'un point de vue militaire, ils furent remarquablement efficaces. Ils ont effectivement contraint les Nord-Vietnamiens à accepter la paix. À ce moment-là, l'Amérique croyait avoir remporté la guerre et s'est retirée dans l'honneur, entre guillemets. Cependant, moins de 2 ans plus tard, l'armée nord-vietnamienne était reconstituée et considérablement renforcée par d'énormes quantités de matériel soviétique. En revanche, Saigon sentait cette fois-ci abandonnée par les États-Unis, le Congrès refusant l'aide qu'elle implorait. Au printemps 1975, l'armée du Nord a envahi les plateaux du Vietnam du Sud, entraînant l'effondrement du régime de Thieu. Le 30 avril, Saigon était prise. La supériorité aérienne américaine ou sud-vietnamienne n'avait presque pas servi à grand-chose dans ce contexte. Cependant, cet échec ne peut être attribué à l'arme aérienne elle-même, mais plutôt à la manière dont elle a été utilisée. Alors que sont devenus tous ces avions, tous ces hélicos? Le Skyrider. Pendant la guerre d'Algérie, l'armée française l'a utilisé, et après la guerre du Vietnam, il a été employé par l'aviation sud-vietnamienne. Le OV-10A Bronco a été utilisé pendant la guerre du Vietnam dans le cadre du programme Lara, comme on l'a vu, mais par la suite, il a été employé lors de divers conflits, notamment l'invasion indonésienne du Timor oriental, la guerre du Sahara occidental et l'insurrection islamique aux Philippines. Une version modernisée, l'OV-10G+, a été testée au combat par l'US Navy en Irak contre l'État islamique en 2015 et reste en service dans certaines forces aériennes. Le Douglas A-26 Invader, rebaptisé B-26 après la Seconde Guerre mondiale, a servi lors de la guerre de Corée et au Vietnam, utilisé par la France pendant la guerre d'Indochine, notamment pendant le siège de Dien Bien Phu. Il a également été déployé lors de la guerre d'Algérie en 1957
avant d'être retiré du service après le Vietnam. Le T-28 Trojan a été utilisé dans les opérations anti-guérilla pendant la guerre d'Algérie, puis retiré du service en 1984. Les UH-1, surnommés Huey, sont devenus emblématiques de la guerre au Vietnam, utilisés pour le transport de troupes, le soutien aux SCOL, l'escorte et les évacuations sanitaires. Près de 3305 de ces hélicoptères ont été détruits pendant le conflit, mais ils restent en activité à ce jour. Le Republic F-105 Thunder Chief, conçu par les États-Unis à la fin des années 50, avait pour mission la suppression des défenses aériennes ennemies pendant la guerre du Vietnam. Malgré sa vitesse supersonique, il a été conçu pour pénétrer les lignes ennemies à basse altitude. Il reste le chasseur monoréacteur et monoplace le plus lourd de l'histoire. Le North American F-100 Super Sabre, contemporain du MiG-19. Je vous renvoie sur la vidéo de Nicolas Delamos sur le MiG-19. A été produit en masse avec plus de 2000 exemplaires construits. Il a été utilisé jusqu'en 1982 par la Turquie avant d'être progressivement remplacé par le F-4 et le F-111 à partir de 1970. Le F-4 Phantom II, conçu à partir de 1953, est l'avion de combat occidental le plus produit depuis la guerre de Corée. Outre le Vietnam, il a été utilisé par Israël, notamment lors de la guerre du Kippour, et a remporté 280 victoires en combat aérien. Le Douglas A4 Skyhawk, robuste, efficace et peu coûteux, a été un succès commercial avec près de 3000 exemplaires construits. Il a été utilisé par plusieurs pays jusqu'en 2018. L'A6 Intruder, avion d'attaque au sol américain embarqué à bord de porte-avions, a été largement utilisé pendant la guerre du Vietnam et est capable de transporter des armes nucléaires. Près de 800 exemplaires ont été produits, les derniers étant retirés du service à la fin des années 90. L'A7 Corsair II, destiné à être embarqué à bord de porte-avions, s'est révélé robuste et fiable, avec un rayon d'action intéressant. Plus de 1500 exemplaires ont été construits, les derniers étant retirés du service en octobre 2014. Le Cessna O2 a été utilisé pendant la guerre du Vietnam par l'US Air Force et l'armée de l'air sud-vietnamienne jusqu'en 1975. Bien que retiré du service aux États-Unis dans les années 80, il est encore en service dans plusieurs pays. Le C-141 Starlifter, produit uniquement par les États-Unis, a été retiré du service en 2006 après la production de 285 exemplaires. Le C-130 Hercule, produit à plus de 2250 exemplaires, a été présent dans tous les conflits depuis les années 60, notamment lors de la guerre des Malouines, les guerres israélo-arabes, la guerre du Golfe et la guerre en Bosnie. Le CH-47 Chinook détient un record de longévité, avec l'US Air Force prévoyant de le maintenir en service jusqu'en 2060, soit près d'un siècle d'exploitation depuis son lancement en 1962. Le CH-54 Sky Crane est encore utilisé aujourd'hui à des fins civiles, notamment pour l'exploitation pétrolière. L'OH-6 Cayuse, produit à partir de 1963, est toujours en activité. On l'a notamment vu dans Apocalypse Now, où il désigne les cibles d'attaque aux hélicoptères Huey. La H-56 Cheyenne, restée à l'état de prototype, a été suivie par l'AH-64 Apache à partir de 1972. Le B-52, avec le meilleur taux de disponibilité des bombardiers américains, est prévu pour être exploité au moins jusqu'en 2050. Le KC-135 Stratotanker, toujours en service, a ravitaillé les avions pendant la guerre du Golfe et continue donc de ravitailler notamment les bombardiers stratégiques B-47, qui ne sont plus en activité, et B-52. Le McDonnell F-101 Vodou, premier avion de chasse capable de dépasser les 1000 miles à l'heure, est resté en service jusqu'au début des années 80, après avoir été construit à près de 900 exemplaires. L'OV-1 Mohawk, avion de surveillance, a été retiré du service en 1996 après avoir servi lors de la guerre du Golfe. Le RB-57F Canberra, spécialisé dans la reconnaissance stratégique, est encore utilisé par la NASA en 2024. Le Douglas A3 Skywarrior, premier bombardier stratégique biréacteur de l'US Navy, a été retiré du service en 1991. Le Grumman EA-6B Prowler,
version spécialisée de l'Assist Intruder dans la guerre électronique, a été retiré en 2019 après avoir été mis en service dans l'US Navy à partir de 1971. Le C-47, version militaire du DC-3, est encore en service aujourd'hui après avoir été construit à plus de 16 000 exemplaires. Le Douglas AC-47 Spooky, basé sur le C-47, est toujours utilisé en Colombie. Le C-123 Provider, avion de transport militaire américain, a été construit à 300 exemplaires et seulement un exemplaire reste en état de vol aujourd'hui. Le Fairchild AC-119G Shadow a eu une carrière courte de 1968 à 1971 avant d'être transféré à l'armée de l'air de la République du Vietnam. Le Lockheed AC-130, avion gunship d'attaque au sol, a été utilisé lors de la guerre du Golfe et au Kosovo après la production de 43 exemplaires. Le Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, surnommé Warhog ou Hog, est un avion d'appui aérien rapproché en service depuis 1975 et son retrait n'est pas prévu avant au moins 2030. Le General Dynamics F-111 Hardwork, bombardier tout temps à géométrie variable, a été construit à 554 exemplaires et retiré du service par l'armée australienne en décembre 2010. L'USS Missouri, navire amiral de la 3e flotte américaine, a été retiré du service en 1992 et est devenu un navire musée à Pearl Harbor, Hawaï, en 1998. A noter que c'est à bord du Missouri qu'en 1945 a été signée la capitulation du Japon. Parlons maintenant des personnalités de la guerre du Vietnam. Le président Johnson n'a pas eu l'occasion de voir la fin de la guerre en 1975 car il est décédé en 1973 des suites de problèmes de santé. Son successeur, Richard Nixon, n'a pas non plus assisté à la conclusion du conflit, ayant quitté ses fonctions en raison du scandale du Watergate en 1974. Ho Chi Minh, premier président de la République démocratique du Vietnam, n'a pas survécu jusqu'à la fin de la guerre, s'éteignant en 1969 des suites de problèmes de santé. Saigon a été rebaptisé Ho Chi Minh-ville en son honneur. Le général Giap, célèbre pour sa victoire à la bataille de Dien Bien Phu, est le seul général de l'histoire à avoir vaincu à la fois les armées françaises et américaines. Il est décédé à l'âge de 104 ans en 2013. Mao Tse-tung, quant à lui, est resté à la tête de la Chine jusqu'en 1976, bien après la chute de Saigon. Du côté sud du Vietnam, le président Diem a été assassiné en 1964 par une junte militaire favorable aux intérêts américains. Son remplacement par Nguyen Can, contraint à l'exil un an plus tard en France puis aux États-Unis, a marqué un tournant dans la politique du Sud. La conclusion de la conclusion, c'est que finalement la guerre du Vietnam est une histoire de fusil, une histoire de guérilla qui arrive à bout des avions les plus technologiques. C'est aussi une histoire du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qu'ils soient communistes ou pas. Et il m'est venu, en préparant cette vidéo, en la montant, les vers d'une grande poète syrienne, Maïs Al-Rim Karfoul. Il se peut que les cliquetis des fusils que l'on charge ne soient que les horloges du peuple qui indiquent l'heure. Il se peut qu'ils soient des pas dans le sable. C'est le pays qui marche, et des cliquetis sont ses pas.